Vous te dites Cameroun la ninjabia abon bangor le tuba mirabe le nengwa hello moma isong ikang wir koruba moma ni mina inyangeng ini nyen riere bomna enyun kwal wes podlimal ibengere mahop malon kama metabe metama vikegla vini mieni inchamang nu bansevele nyamsi yomba. Bienvenue à cette autre édition de Mpot Limal où nous allons explorer un aspect fondamental mais souvent négligé de la culture africaine, l'organisation et la distribution de la parole en agriculture. La parole, bien plus qu'un simple moyen de communication, est un pilier essentiel qui soutient la structure sociale, culturelle et spirituelle des sociétés africaines. Aujourd'hui, je reçois donc le sèche Sango Malet, linguiste qui va nous éclairer sur la manière dont la parole est organisée et distribuée dans les communautés africaines, ses rôles dans les rites et cérémonies et comment elle évolue dans notre monde moderne. Ensemble donc, plongeons dans cet univers riche et fascinant pour mieux comprendre la profondeur et la complexité de ces pratiques orales ancestrales. Vous l'avez compris, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous sommes mardi et vous êtes sur Mpot Limal et la personne ressource, justement, je l'ai dit, sur le sèche Sango Malet que j'accueille à l'instant. Ote frère, bienvenue. Ote Miamsi, Ote à nos millions de téléspectateurs, Ote à ceux qui ont soif de ces connaissances, nous leur en sommes énormément reconnaissants parce que dans le contrat énonciatif, il y a qui parle, mais il y a aussi à qui, c'est-à-dire l'auditoire. Et nous sommes souvent accrochés à leur visage lorsque c'est une communication en direct pour analyser ce qu'on appelle le feedback. Donc il n'y a pas de communication sans l'auditoire. Nous leur disons merci. Et surtout merci pour ces messages d'encouragement, de félicitations, de sollicitude et même d'implication. Vous savez, Ubuntu, c'est je suis parce que nous sommes. Voilà. Après le désagrément de la semaine dernière concernant l'électricité, nous n'avons pas pu produire. Et toute la semaine, justement, beaucoup d'abonnés se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Sango Malet. C'est autant de choses que nous subissons ici. Mais nous espérons que cette fois-ci, avec l'aide de nos ancêtres méritants, nous allons aller jusqu'au bout de cette autre production. Et comme il est de coutume dans Mpot Limal, je te donne les premières minutes pour justement parler du centre linguistique Sango Malet, situé du côté de Vombi, à Yaoundé au Cameroun. Merci, effectivement, parce que cette semaine, j'ai eu à être contacté par certains frères qui voulaient savoir comment ça se passe. Effectivement, à l'Exam, c'est Académie linguistique et culturelle Sango Malet. Sango Malet, c'est juste parce que c'est mon initiative, mais une académie ne peut pas être retenue seule. Il y a des docteurs, des personnes ressources de la camitosphère et comme nous le disons, l'objectif est de transposer le village en ville. Vous savez, à l'époque, on partait en vacances au village pour apprendre des anciens. Mais aujourd'hui, avec les défis de la vie actuelle et certaines expériences personnelles, beaucoup ne vont plus au village. Et alors, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que on peut faire vivre cette culture loin du village. Peut-être pas avec la même intensité, mais quand même avec beaucoup d'éléments qui vont faire qu'une fois au contact direct de la culture, qu'on ne soit pas perdu. Et donc on a mis sur pied cette académie qui est constituée de 4 cycles. La femme, les 4 lèvres vaginales, les 4 coins de l'univers. Alors le premier cycle dure 3 mois, le deuxième 3 mois, le troisième 4 mois et puisque nous parlons de 7 qui est ça en box, c'est-à-dire le déploiement de l'univers, le 4e cycle à 7 mois, il sera sanctionné par la rédaction d'un texte structuré. Ça peut être un article, ça peut être un mémoire, ça peut être un rapport. Et comme nous le disions, 4 modules principaux constituent le statut de cet enseignement. Le premier module, c'est connaissance de Kama, avec tout ce qui est comme architecture, anthropologie, sociologie, histoire, architecture de Kama et que sais-je encore. Le deuxième module, c'est connaissance initiatique. Il faut démystifier l'initiation et dire pourquoi on initie et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on initie. Je rappelle que
le sage Patrick Nguemandong disait l'initiation c'est un voyage pendant lequel le corps physique est le véhicule. Il est aussi l'essence, il est la destination, il est le point de départ et il est tout. Ça veut dire que quand on initie, en fait, on ne donne pas. C'est pourquoi le Bassa dit ban torol. C'est-à-dire on réveille quelque chose qui est en toi et on te permet d'en jouir pleinement et consciemment. Alors le troisième module, c'est école d'égyptologie africaine. On déchiffre les hiéroglyphes ou les médounétaires dans leur dimension démotique, hiéraltique et bon, j'oublie la troisième dimension. Et bien évidemment, le quatrième module, c'est connaissance et maniement des langues africaines. Alors, ce sont ces 4 modules qui jalonnent les 4 cycles dont j'ai parlé, avec des enseignements qui vont du simple au complexe. Voilà en un mot comme en mille. Et puis, les cours se font en présentiel et également en ligne. Il faut dire que très bientôt, nous allons recevoir, même ici dans le cadre du centre, le frère Ngué, qui est spécialiste des médounétaires. Absolument. Justement, dans le dit centre. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs, justement, qui souhaiteraient s'initier en linguistique et notamment les médounétaires. Donc, ça sera une occasion, justement, pour le frère et toi-même, le responsable du centre. Alors, est-ce qu'il y a les plateformes numériques? Tu vas nous resituer de nouveau la situation géographique du centre. D'abord, on va reprendre le nom du centre en question. Le nom du centre, c'est Alexam, Académie linguistique et culturelle Sangomalet. C'est vrai qu'il y a un deuxième nom qui est Père Sébaïd, Père la maison, Sébaïd la sagesse. C'est Sébaïd qui a donné Sébaïd, Sophia, Sophia grec. Parce que les gens aiment dire de l'étymologie grecque telle, mais est-ce qu'on donne l'étymologie du grec lui-même? C'est ça. Le grec lui-même a une étymologie qui est dans la plupart des cas égyptiens anciens. Donc, Alexam, c'est Académie linguistique et culturelle Sangomalet, située à Yaoundé, c'est-à-dire au carrefour Mvorumbi. Et puis, lorsqu'on parle des plateformes, nous sommes en train de monter un site et une plateforme en ligne. Mais pour le moment, c'est Telegram. Ça veut dire Telegram qu'on fonctionne dans le cadre du e-learning. Lorsqu'on émet des enseignements, alors on prend les images, on monte et puis on envoie sur Telegram pour le moment. D'accord. Voilà qui est dit. Avant de prendre la transition et entrer justement dans le vif du sujet, c'est l'occasion pour moi de rappeler à tous des frères et des sœurs kamites qui ont justement les activités et qui souhaitent faire parler de leurs activités, que Met TV est la courroie justement qui leur servira de promouvoir davantage leurs activités. Et c'est à cette occasion justement que après demain jeudi, je vais recevoir la sœur Ngeng Eyango qui nous vient de Douala et qui a une forte activité justement dans certains éléments kamites. Et je vais la recevoir, elle va justement nous présenter tout ce qu'elle fait. Donc nous allons très rapidement prendre une transition et on va se retrouver juste derrière pour lancer véritablement la thématique du jour. À tout de suite. Manganga manganga, Njambia Pongo, Ngoma Nembe, Banzi Makomanganga Bokaye. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Met Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle
essentiel de renaissance et de connaissances. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Que Maître Connexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Njambia pongo ngoma nembe Banzi makomanda ngabo kaye Voilà. Organisation et distribution de la parole en agroculture. Telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans cet autre numéro de l'émission Mpot Limal. Alors frère, tout de suite comme ça renvoie à quoi? Qu'est-ce que ça t'inspire? Organisation. Il est important que nous sachions, surtout la jeunesse qui aujourd'hui prend la parole n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Il est important que tu nous fasses savoir ce matin que cette parole-là est organisée. Donc, c'est-à-dire il y a une organisation et même une distribution de la parole en agriculture, donc dans la civilisation négro-africaine. Absolument. Vous savez, le Bassa disait Mboroki Nkubombo. Ça veut dire que l'univers est rangé, ordonnancé comme le paquet de sucre. Vous voyez comment les carreaux de sucre sont ordonnancés. Mais je vais entrer en proverbe ce matin comme d'habitude, si la régie nous permet. Vous savez, les proverbes sont la synthèse des grandes sagesses. Et donc, un proverbe peut contenir des informations dont vous ne pouvez pas subodorer la quantité. Et donc, le Bassa, si la régie nous permet, le Bassa dit Mutumbombe abara limangalibe seya. Alors, lorsqu'on traduit ce proverbe mot à mot, il veut dire l'homme au mauvais visage ou alors le malchanceux avait pris le tarot mauvais ou avare ou encore pourri dans l'assiette. Usage traduit l'interpénétration des deux mondes, visible et invisible, ou encore s'utilise aussi pour dire que le malheur qui arrive à quelqu'un provient de lui-même ou encore a des causes mystiques. L'équivalent français, c'est le semblable attire le semblable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'invisible et le visible sont liés. Lorsqu'on dit bombe, la malchance, on est là dans le monde subtil, la mauvaise énergie, la mauvaise résonance. Alors, ou alors la fréquence basse. Et c'est elle qui vous conduit à faire les mauvais choix. C'est ce qu'on dit ici, les mauvais choix. Le mauvais mariage, choisir le mauvais travail, être au mauvais endroit au mauvais moment. Le semblable attire le semblable. Et donc, c'est pourquoi en Afrique, tout commence par le Ngambi. Qu'est-ce qui a causé ceci? On ne s'attarde pas où on est tombé, on regarde où on a glissé. Donc, ça veut dire que si dans un plateau, il y a des tarots, et parmi ces tarots, il y a un mauvais tarot, inconsciemment, tu peux choisir le mauvais tarot. Effectivement. Parce que le semblable attirant le semblable. Parce que ton énergie, la qualité de ton énergie te conduit vers un choix, une chose, une réalité qui vibre aussi en résonance avec la tienne. C'est ça le semblable qui attire le semblable. C'est une maxime herméneutique. Alors, l'organisation et la distribution de la parole. Entrons dans le contexte historique. Comment la parole a-t-elle été traditionnellement organisée dans les sociétés africaines? Alors, lorsque nous avons abordé les premières émissions, nous avons dit que la parole est de l'ordre de 1. C'est-à-dire du déploiement, du mouvement, du martèlement. Et donc, tout ce qui est de l'ordre du mouvement provient d'abord du repos. Parce que l'être sort du non-être. Et à partir de cela, il faudrait savoir que la parole sort d'une matrice. Puisque 1 sort des zéros, c'est 0 qui est la mère des chiffres. Oui, des chiffres. Et donc, ce 1 sort d'une matrice. Matrice, en grec, veut dire matricis, c'est-à-dire reproductrice. Mais qu'est-ce qu'on reproduit? On reproduit l'ordre de l'univers. On reproduit l'ordre cosmique, qui est non seulement indépassable, parce qu'on ne peut pas faire mieux, mais également souhaitable pour que la vie soit. Et à partir de ces moments, c'est la parole qui informe la matière, qui la forme d'abord, la parole forme la matière, elle informe la matière, elle déforme la matière,
elle réforme la matière. Elle conforme même la matière à l'ordre de l'univers. Et pour que cela soit, c'est beaucoup de champs de compétences qui sont aussi divers que variés. C'est pourquoi chaque champ de connaissances et de compétences était conçu dans les deux sens du terme. C'est-à-dire appréhender d'abord, là on voit le don de l'univers, à travers les contemplations, à travers les méditations, on reçoit. Et par la même occasion, la deuxième dimension du verbe concevoir, former, géométriser. Et tout cela ne se fait pas à l'air libre. Ça se faisait, et ça continue de se faire bien comme Mini Michel, dans des cercles de réflexion restreints qu'on appelle des confréries initiatiques, qui sont des reproductions de certaines constellations stellaires. C'est ça une confrérie. Ça veut dire qu'une confrérie, c'est un ensemble d'individus qui ont des champs énergétiques dont l'équivalent ne se retrouve que dans certaines constellations, pour que soit respectée la loi selon laquelle ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je prends un simple exemple. La confrérie d'Ingé, par exemple, utilise les énergies de la planète Mercure, la planète rouge, de guerre, de Sekhmet, de même que les Anyota. Donc, une confrérie, c'est une duplication d'une constellation stellaire. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est donc au sein de ces cercles fermés, la famille y compris, que s'appréhendait d'abord la parole. Qu'on la concevait. C'est-à-dire qu'on percevait à travers un certain nombre d'exercices, qu'on se connectait à l'univers, qu'on apprenait de l'univers, qu'on venait superposer ou transposer ce savoir, non seulement d'avoir le codifié, parce qu'on aura appris de l'univers. Vous voyez que c'est un travail très sérieux. Et c'est pourquoi il se faisait dans les cercles restreints, dans le non-être, avant que tout ce qui se conçoit dans le non-être prenne corps, se présentifie à travers la parole en public lors des cérémonies. Et donc, ces différentes confréries avaient donc le souci non seulement d'en apprendre davantage de l'univers, parce que l'objectif, on l'a dit, la matrice reproduit. L'objectif, c'est de reproduire ce qui se passe dans l'univers. Et donc, ces confréries initiatiques organisaient donc la parole, la concevaient, l'appréhendaient, la géométrisait. On a vu la dernière fois le chant du coq qui se déploie en ayam, c'est-à-dire un couple de vers, comment est-ce qu'on dit? On dit stress on stress en anglais, c'est-à-dire voilà une cadence descendante et une cadence montante. C'est ce qui fait le ayam. Donc c'est cette métrique de la parole qui était enseignée dans des sociétés initiatiques, de sorte que l'initié qui en sort, lorsqu'il prend la parole, il sait de quoi la parole tient. Il sait à quoi la parole sert. Il sait qu'il peut rendre quelqu'un aveugle, quelqu'un sourd, quelqu'un muet. À travers la parole. À travers la parole. On a par exemple des récits de nos ancêtres et même ce qu'on a vécu lors des vacances. Des gens qui venaient de la ville, qui manquaient du respect aux vieux et disaient « Ok, on va voir d'ici demain. » Et parfois, au petit matin, on entendait le cri, la personne est morte, ou alors elle ne voit plus, elle n'entend plus, elle est malade. C'est ce qu'on appelle en Bassa le Nogos. Ça veut dire qu'on te donne une petite punition pour te dire, attention monsieur, l'univers est organisé. Mais c'est également cet initié qui sait que lorsqu'il est en public, il peut modifier l'environnement pour que l'environnement soit sain à travers un exorcisme qu'on appelait par exemple, qu'on appelle en Bassa Liban, voyez-vous, à travers le Saimbok, Ambok Yongasai, c'est toujours cette parole. Mais cette parole qui s'appuie d'abord sur le non-net, c'est-à-dire sur une disposition d'éléments qui, lorsqu'ils seront frappés et mantelés par la parole, vont dégager le potentiel qu'il y a en eux. Et on voyait bien qu'avant le Saimbok, l'initié, c'est-à-dire le Bombok, il a les herbes qui ont certaines essences, il y a de l'eau, il y a le chasse-mouche,
comme on va voir tout à l'heure, il y a un ensemble d'éléments qui sont prêts à dégager leur potentiel lorsque les ondes et les vibrations de la parole vont frapper. Alors, c'est ça l'organisation de la parole. Et quelles sont ces sociétés d'ailleurs initiatiques, ou alors ces confréries initiatiques? L'une d'entre elles, vous savez, est bel et bien la société des marches, c'est-à-dire le Ngambi, le Kamsi, le Fa. C'est cette société, par exemple, initiatique, qui a pour rôle de percevoir les messages sous leur forme sonore ou visuelle de l'univers et même senti. Et c'est pourquoi tout, même l'initié qui devait appartenir à une confrérie, passer d'abord scanner, est-ce qu'il peut observer l'univers? Est-ce qu'il peut écouter l'univers? Est-ce qu'il est digne d'être préparé à la prise de parole? Ensuite, on avait la société, par exemple, des forgerons. La société des forgerons est une société particulière. Elle est d'autant plus particulière que puisque la parole transforme, ils étaient l'égérie de la transformation de l'antimatière, de l'imatière en matière. Et c'est ce que les Arabes ont appelé alchimia ou encore l'alchimie. La transmutation, eh bien, elle se faisait également à travers la parole. On partait chercher des roches ferrailleuses ou ferrariques, voyez-vous. On les faisait transmuter et y donner le fer. Et vous savez, c'est grâce aux sociétés, c'est grâce aux forgerons que les sociétés antiques ont tenu. Parce que grâce à elles, on transformait le fer pour les houes, les machettes, les haches. Et c'est un régalia traditionnel. Comme la société à laquelle appartient Sa Majesté Wendomabou, c'est-à-dire les Tosso. Les Tosso, alors, chez les Béninois. C'est eux justement qui partent de l'Égypte antique. Et la spécialité, justement, c'était la fabrique du fer. Alors, et lorsqu'on parlait de cette fabrique, nombreux sont ceux qui se disent que, bon, lorsqu'on vous donne un certain nombre de procédés alchimiques, vous pouvez simplement procéder à cette parole. Non, il y a une dernière clé qui est la clé incantatoire, qui va faire en sorte que ce que vous voulez prenne effet. Et pour ce faire, je m'en vais vous lire un extrait de Camara Lai qui parle justement de son père qui était un forgeron, un orfèvre en fait, c'est-à-dire il transformait, il transmutait l'or. Et dans cet extrait, on nous apprend que la connaissance de la transformation, la mécanique et les techniques étaient connues de tous ses ouvriers. Mais ce qui faisait que son père l'emporte sur les autres, c'est qu'il n'avait pas encore transmis les paroles sacrées qui faisaient que ce qu'on prépare prenne effet. Et c'est ainsi que je nous plonge à la page 14 où il dit par exemple, il arrivait aussi que gêné dans ses mouvements, mon père fit reculer les apprentis. Il le faisait d'un simple geste de la main. Jamais il ne disait mot à ce moment. Et personne ne disait mot. Personne ne devait dire mot. Le griot même cessait de lever la voix. Le silence n'était interrompu que par le halètement des soufflets et le léger sifflement d'or. Il est en train de dire ici là qu'à un moment donné, il y avait le silence, la matrice, la géométrisation, la nuit, le zéro. Alors, et on continue, mais si mon père ne prononçait pas de paroles, je sais bien qu'intérieurement, il en formait. Je l'apercevais à ses lèvres qui remuaient, tandis que penché sur la marmite, il malaxait l'or et le charbon avait un bout de bois. D'ailleurs, aussitôt enflammé et qu'il fallait sans cesse renouveler. Quelles paroles mon père pouvait-il former? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Rien ne m'a été communiqué de ces paroles. Il faut être dans la confrérie pour connaître ces paroles. Mais qu'eussent été sinon des incantations? N'était-ce pas les génies du feu et de l'or, du feu et du vent soufflé par les tuyères, du feu né du vent, de l'or marié avec le feu qu'ils invoquaient alors? N'était-ce pas leur aide et leur amitié et leur épousaille qu'ils appelaient? Oui, ces génies, presque certainement, qui sont parmi les fondamentaux et qui étaient également nécessaires à la fusion. Il m'est arrivé de penser que tout ce travail de fusion, mon père l'eût aussi bien confié à l'un ou l'autre de ses aides. Ceux-ci ne manquaient pas d'expérience. 100 fois, ils avaient assisté à ces mêmes préparatifs et ils eussent certainement mené la fusion à bonne fin. Mais je l'ai dit, mon père remuait les lèvres.
ces paroles que nous n'entendions pas, ces paroles secrètes, ces incantations qu'il adressait à ce que nous devions, à ce que nous ne pouvions ni voir ni entendre, c'était là l'essentiel. Il est en train de vous dire que la technique de remuer, de préparer, les apprentis connaissaient ça. Mais il vous dit, son père prononçait des paroles. Et c'était là l'essentiel. Et c'était ça qui faisait que ses apprentis ne puissent pas les garder, ne puissent pas faire comme lui. C'est l'adjuration des génies du feu, du vent, de l'or et la conjuration des mauvais esprits. Cette science, mon père l'avait seul. Et pourquoi seul? Aussi, il conjurait tout. Je le répète, il prononçait des paroles. Mais c'est tout dit, M. Nyamsi. Les apprentis font tout ce qu'il fait. Ils préparent, ils malaxent l'or, ils mettent dans la marmite, ils soufflent le feu. Mais ne parviennent pas à réaliser l'ouvrage d'or. Parce qu'ils n'ont pas ces paroles qui transportent l'élément du monde invisible pour le faire manifester dans le monde Très bien, c'est-à-dire au-delà de fabriquer les objets avec l'or, il chargeait ces objets-là d'une énergie qui venait de l'autre côté. De l'autre côté. Et c'est ce qui donnait même plus tard la valeur à l'objet en question. Effectivement, puisque l'apprenti c'est qui? D'ailleurs, à un certain niveau, c'est l'apprenti qui fait tout. Malak c'est la pâte. Mets dans ceci, fais cela, c'est lui qui fait tout. Mais la dernière touche, et il faudrait bien analyser. Il faudrait bien analyser. Dire, je dis bien, mon père prononçait des paroles. Qu'eussent été ces paroles? Alors, il faudrait donc savoir que comme le monde est lié, il y a les génies du feu, puisqu'ils travaillent avec le feu, les génies de l'or, les génies de la terre, les génies du vent. Il faudrait communiquer avec ces génies. Il faudrait les mettre en action. Or, ce sont des génies, c'est-à-dire des forces, dont elles sont latentes. Il faudrait battre, remuer, marteler comme les méduses de terre à travers la parole pour que ces derniers assistent et vous donnent le résultat escompté, la parole. Et comme nous le disions donc, elle est organisée pour connaître d'abord que il y a tel génie qui influence la fabrication de l'or, il faudrait savoir cela. Et tout cela s'enseigne où? Dans des confréries initiatiques. C'est pourquoi je l'ai dit. C'est dedans que la parole se concevait d'abord. C'est pourquoi on dit souvent que de la conception à la naissance, la conception c'est le zéro, c'est le non-net, c'est la géométrisation. C'est dans cette société initiatique. Et donc, nous avons la confrérie par exemple du Mbop, la confrérie, j'allais dire, de la Voie lactée. Cette confrérie qui tient le gouvernail de la société Bassa. Ailleurs, on aura les vins, par exemple, chez les Voutés. On aura les Mbon chez les Banvelés. C'est cette confrérie initiatique qui sont chargés du pouvoir politique. Ça veut dire que c'est eux qui ont le pouvoir de la gestion de la société. On conçoit leurs paroles de sorte que cette parole résolve des grands conflits. C'est pourquoi il y a comment dirais-je, des attributions qui ne sont que du ressort du Mbombo. La naturalisation, par exemple. Vous, monsieur Nyamsi, un Mbombo peut décider de faire de vous un citoyen Bassa. À travers la parole, il organise un certain rituel et il vous naturalise. Il vous intègre même dans une famille et il arrime votre ADN à l'ADN de cette famille. À travers la parole. À travers la parole. C'est ça la naturalisation. Et c'est pourquoi lorsqu'on définit la parole en Afrique, la parole c'est un ensemble d'individus liés par le sang mais aussi par des liens culturels. On peut faire d'un inconnu mon frère en Afrique, ça se passe à travers la parole. Mais c'est seulement chez les Bassa, le Mbombo qui peut le faire. Comme ce n'est que la caste des forgerons qui peut transmuter le fer. Comme la caste d'Embak, la confrérie d'Embambara. C'est-à-dire ceux qui lavent le sang, qui organisent le rite des sanations et le rite expiatoire. Chez les Ewondo, c'est le Tso. Chez les Eton, c'est le Tsogo. Chez les Bafia, c'est le Mbaga. C'est de la parole qui va extirper la charge karmique du sang de la famille. Le flux ancestral a de mauvaises énergies. Les gens ne se marient plus, les femmes n'enfantent plus. Mais on se rend compte que l'ancêtre primordial avait tué quelqu'un et ce sang parle encore dans la famille. On organise le rituel. C'est une confrérie initiatique particulière qui fait cela. On a le Ndjek, on a la confrérie du Paju. Lorsque les initiés se rencontraient,
et il y avait un serment que chacun prêtait. Et donc, ces différentes confréries initiatiques, on ne va pas s'étaler. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est dans ces sociétés secrètes, ces confréries initiatiques, que la parole s'organise. Celle qui va naturaliser, celle qui va donner les qui va garantir la production des semences, celle qui va laver le sang, celle qui va, comment dirais-je, éloigner les mauvais esprits du village. Tout ça, c'était par la parole. Et cette parole, parce qu'elle a une charge particulière, parce qu'elle a une résonance particulière, parce qu'elle a des conditions particulières, on vous met donc dans une confrérie initiatique pour vous apprendre tout cela. Il y a des gens, par exemple, qui, lorsqu'ils doivent prendre la parole en public, sont obligés de ne pas faire l'amour la veille. D'autres sont obligés de ne pas manger. Soit de ne pas manger du tout, soit de ne pas manger une nourriture particulière. Lourde. Tout cela s'enseigne à la confrérie initiatique en fonction de l'objectif pour lequel la parole doit sortir. Et toutes les prises de parole ne reposent pas sur les mêmes interdits, tabous ou conditions. Il y a, par exemple, des prises de parole dont l'efficacité dépend du fait que tu n'aies pas vu le dehors pendant 3 jours. Et donc tout cela s'enseigne dans la confrérie initiatique. C'est pourquoi on parle de l'organisation de la parole. Et lorsqu'on redescend dans la cellule familiale, qui est aussi une sorte d'une espèce de confrérie initiatique, la parole se prend en fonction d'un certain nombre de dispositions. On va le voir lorsqu'on va parler de la distribution de la parole. Mais en un mot comme en mille, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faudrait comprendre que la parole se conçoit d'abord. Elle se prépare. Elle s'enseigne. Les dispositions à faire, les précautions à prendre, les interdits à respecter, les tabous qu'il faut observer s'enseignent d'abord dans les conflits initiatiques. C'est pourquoi on parle de organiser. Ça veut dire que on identifie les différentes composantes de la parole. On identifie les différents objectifs pour lesquels on peut prendre la parole. Et on dit pour tel objectif de la parole, il faudrait observer ces gens d'interdits, ces tabous, ces interdits. Il faudrait également y ajouter ceci ou cela. Tout cela, c'est dans des confréries initiatiques. Et j'en ai cité certaines. Il y a les Anyota au Congo. Vous avez cité celle du président tout à l'heure. Les Tosso, on a les Mbombor, on a le on a le Ndjek, on a le corps. La parole créatrice également, c'est-à-dire la société des femmes, les Muvungu, voyez-vous. Et cette parole-là, elle prend effet, s'organise donc dans les confréries initiatiques. C'est pourquoi on ne prend pas la parole n'importe comment et n'importe quand. Et d'ailleurs, dans le livre des autres, il est bien dit que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui suit l'homme. Donc, parlant d'organisation, son mot ici est vraiment... Effectivement, et l'une des caractéristiques de l'organisation est encore que à chaque situation, on sait qui prend la parole. Par exemple, lorsque je parlais de la famille, lorsqu'il y a d'autres, on sait qui prend la parole. Lorsqu'il y a palabre, on sait qui prend la parole, on sait les qui prennent la parole. C'est vrai que tu anticipes un peu, frère, sans te couper, tu anticipes un peu sur la question que je voulais te poser, pour rester toujours sur le contexte historique. Alors, quels sont les critères de sélection du ou des détenteurs de la parole, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une confrérie initiatique et même dans une communauté? Alors, là, nous sommes dans ce qu'on appelle la rhétorique. Et la rhétorique a 3 dimensions. La première dimension de la rhétorique, c'est le logos. C'est-à-dire le verbe ou la parole en elle-même, mais dans sa dimension d'érudition. Le premier critère de choix de celui qui prend la parole, c'est la qualité de son érudition. Parce que la parole est d'une telle délicatesse qu'elle peut créer des émeutes. Elle peut mettre 2 parties en conflit. Elle peut créer de la guerre. Et donc, on prend celui qui a une telle érudition que on sait que dans cette érudition, on aura assez d'éléments pour soit apaiser, soit convaincre, soit persuader l'auditoire. C'est ça la première dimension du rhéteur, du maître de la parole en Afrique, le logos. La deuxième dimension, c'est l'éthos.
L'éthos renvoie à la crédibilité de la personne, à la personnalité de la personne, à son aura. Je vous rappelle Qui peut être inné. Qui peut être inné justement et qui d'ailleurs très souvent est inné. Est inné, même si on peut entraîner quelqu'un. Alors, vous savez, il y a des gens qui, par leur caractère, ils ne parlent pas beaucoup. Il est gentil. Il a des faits d'âme à son actif. Ça veut dire que il a résolu tel conflit qui allait dégénérer. Il a réconcilié telle personne. Il a fait ceci, il a fait cela. On a l'impression que il est vraiment craint, il est respecté. On a l'habitude de lui donner comment dirais-je, de lui faire des cadeaux, de le remercier pour beaucoup de personnes. Il a une personnalité forte en fait. C'est ça qu'on appelle l'éthos. Donc, c'est un choix, c'est un critère de sélection de qui va prendre la parole en Afrique. Le logos, c'est-à-dire l'érudition, c'est pourquoi en prime, c'est toujours chez les Bassa le Mbombok. Parce que dans l'initiation du Mbombok, on lui apprend tous les secrets de l'univers, n'a plus de secret pour lui. Et c'est dans chaque aspect, chaque relation des éléments, du corbeau par exemple et du renard, d'un coup la tortue et des œufs, la panthère, de l'eau et par exemple de l'arbre, des racines et des branches, c'est dans ces relations de l'univers qui puise. C'est pourquoi les proverbes en Afrique doivent beaucoup au monde minéral et au monde végétal, au monde animal également. Parce qu'on observe la nature. Vous entendez toujours Mborlara kalm kum komole olerek maman lire l'arwe. Ça veut dire que le père Sebois avait dit au tronc d'arbre de la noisette que les choses sont difficiles pour toi parce que ton écorce aussi est d'abord dure. Parce que pour percer, il a souvent des difficultés. Il perce facilement le manguier, il perce facilement le prunier. Mais lorsqu'il s'agit de l'arbre qui produit les noisettes, c'est compliqué. Vous voyez que c'est une observation de la nature. Et tout cela s'apprend. Et ce sont autant d'éléments. On dit en Bassa, les bake bankora, baba omba babe, ndomle golmi, kongo babe kalarle henyo. Ça veut dire que lorsque la rivière prenait les chemins tortueux et sinueux, elle disait que bon, personne n'était là pour me montrer la route. Pourtant, il y a des crapauds qui croissaient chaque fois en disant que ce n'est pas là-bas. Donc le croac, c'est pour dire à la rivière que non, c'est pas comme ça. Donc vous voyez que c'est une relation entre éléments, entre le règne minéral et végétal, le règne animal et le règne minéral. Et toute cette érudition contribue donc à convaincre l'auditoire. C'est en ça que correspond le logos. Et l'éthos, justement, c'est la personnalité, la pureté, la sainteté. Vous n'êtes pas mêlé dans des vols, l'adultère, l'inceste, ainsi de suite. On dit que c'est quelqu'un. Parce que, souvenez-vous, lorsque par exemple, quelqu'un qui est habitué des forfaits passe à la fin, dit le salopard là encore. Il va même dire quoi de bon. Il va même dire quoi de bon, hein? Quelqu'un qui couche d'abord ses propres enfants. Vous voyez, donc c'est une certaine moralité, cette qualité. Effectivement. Donc voilà les critères de prise de parole en Afrique. Le logos et l'éthos. Enfin le pathos. La capacité à jouer sur les émotions. À jouer sur les sensations. À faire estomper la colère. Ouais, quand quelqu'un parle, ouais, les gens sourient. Que non, le type c'est là. Il est fort. Il est fort. La résonance de sa parole. Effectivement. Au plus profond de nous. Au plus profond. Et du coup, tu vois l'expression des visages changer. Bien sûr, le feedback de la colère, justement. Justement. Mais c'est toi. Il faut toujours venir ici, hein, vraiment. Vous voyez, ce sont là un ensemble de caractéristiques de celui qui doit prendre la parole. Et donc, on ne donne pas la parole au premier venu. On ne dit pas, bon, en tout cas, la parole est à qui veut la prendre. Non, monsieur. Ce n'est pas du vox populis, vox deis. Non. C'est de l'élitisme. C'est de la technocratie. C'est de la sélection naturelle et sociale. Naturelle d'abord parce que le caractère, la personnalité, comme le disait, elle est innée. Vous n'avez pas voulu les gens qui ont un certain flegme. Et c'est pourquoi on dit souvent que quand tu bavardes, tu es vulgaire. D'où en Afrique, le silence est d'or. Parce que le silence te confère un certain mystère. Les gens cherchent à dire que mais il ne parlait jamais là. Le jour qu'on lui donne la parole, il dit que non, on va voir le type si certainement il a des choses à dire. Et quand en plus le peu de temps qu'il parle, il parle bien et il dit des choses sensées. Alors c'est
c'est l'apothéose, voyez-vous. Et donc, voilà un certain nombre de critères. Le rhéteur africain, c'est-à-dire de la rhétorique, le maître de la parole en Afrique, je le dis, doit recouvrir ces 3 dimensions de la parole. Le logo, c'est-à-dire l'érudition, il doit connaître le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne divin. Connaître les relations d'antagonisme, d'adjuvancement qui existent, voyez-vous, d'amitié qui existe entre différents éléments, tirer la leçon qu'il y en a, voyez-vous, et puis pouvoir transposer ça aux différentes situations, avoir de l'éthos, c'est-à-dire la crédibilité, de la moralité, de la personnalité, du flegme qui accompagne le logos, parce que voyez-vous, quand quelqu'un est calme et il connaît, mais il donne envie d'écouter, mais quand il connaît, bien qu'il connaisse, s'il est vulgaire, il ne sera pas trop écouté. C'est pourquoi les sages vivaient reclus en forêt ou dans leur maison. Quand il sort, quand on le voit, c'est que non, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se prépare. C'est du lourd qui se prépare, voyez-vous. Et donc, en un mot comme en mille, le logos, l'éthos et le pathos sont les caractéristiques de celui qui prend la parole en Afrique. D'accord. Bon, maintenant, quel est le rôle des griots et des détenteurs de la parole? Sont-ils habilités justement à prendre la parole en public? Là, je suis en train d'embrayer là dans le deuxième vocable de notre thématique, la distribution de la parole. D'accord. Déjà, il faudrait dire que tout non-initié n'a pas droit à la parole en Afrique. D'accord. Vraiment, je vous ai parlé de connaître le monde minéral. Le non-initié se limite aux 5 sens grossiers. Il ne sait pas qu'il y a des forces qui régissent l'eau, que les Blancs appelleraient les ondines, qui est les forces qui régissent l'air, les sylphes, qui a les forces qui régissent le feu, les salamandres, qui a les forces qui régissent j'ai déjà la terre, les gnomes. Puisque la parole va jusqu'à transformer la terre pour qu'il y ait des productions, il faut communiquer avec ces entités pour qu'il y ait une production abondante. C'est pourquoi il y avait des rituels, des récoltes, des semis en Afrique. Donc l'initié ne peut pas entrer, le non-initié ne peut pas entrer en contact avec les êtres de la terre pour lier des alliances avec eux. Et donc, il n'a pas droit à la parole. Il ne peut pas utiliser les sylphes pour influencer l'auditoire. Il faudrait le dire. Et il n'a pas droit à la parole. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. La femme non plus, puisqu'on est dans la discussion de la parole, je vais reprendre à votre... Je pose les balises. La femme non plus n'a pas droit à la parole en Afrique. Et pourquoi? Justement, j'allais dire que ça peut choquer. La parole est de l'ordre de 1. De la journée, du déploiement qui ne sont pas les caractéristiques de la femme. La femme géométrise la parole. Ça veut dire qu'elle te donne le logos en fait. Dont dépend ta prestance. C'est parce que tu connais que tu vas impressionner le public. Mais c'est la femme qui va te le dire dans la nuit. Ah d'accord. Donc elle est même plus puissante que cette affaire. Justement, elle est plus puissante parce que imaginez, dans les sociétés antiques, lorsque une affaire n'avait pas une issue, on dit que ok, allez dormir la nuit, porte conseil. On vous renvoyait chez vos femmes pour qu'elles déversent les réductions nécessaires. Mais c'est pas elle qui va se placer parce que c'est pas son moment de gloire. Exactement. Elle n'est pas le 1, elle est le 0. Donc elle est celle qui est dans la nuit, qui te voit dans la journée et te dit va à gauche ou va à droite. Ne dis pas ceci, dis cela. Et il y avait des initiés qui étaient vraiment honnêtes, qui disaient que ma femme m'a dit de dire que. Il y a des initiés qui le disaient dans une époque lointaine où le matriarcat avait encore sa place, bien sûr. Il y avait des gens qui disaient que ma femme m'a dit de vous dire que. Et parfois le roi disait également cela, que la reine même charge de dire que dans certains cas, pas dans tous les cas. Donc, lorsqu'on dit que la femme n'a pas droit à la parole, parce qu'elle a déjà tout fait de concevoir la parole. De vous dire que demain quand tu vas partir, on va te donner la parole en premier, ne prends pas d'abord. Quand on va dire ne prends pas d'abord, ça ne veut pas dire que quand on va t'appeler, tu ne vas pas prendre. Moi par exemple, je prends un exemple, voyez-vous. Dans le cas
des mariages polygamiques, par exemple, le premier-né est le chef de la grande famille. Mais chaque famille, c'est-à-dire les enfants qui dépendent d'une maman, chaque famille a un chef, voyez-vous. Et si par exemple c'est la fille de la quatrième femme qui se marie, et que on dit par exemple à l'aîné de cette femme de prendre la parole, ce qu'il veut dire c'est qu'il va prendre la parole, mais il va dire que vous savez, c'est vrai que dans la sous-famille telle, c'est moi qui suis le chef, mais je ne peux pas prendre la parole sans que mon aîné tel n'ait d'abord pris. Donc je l'appelle là d'abord venir prendre la parole. Vous voyez, c'est la femme qui t'a déjà dit que non, si tu fais ça, tu vas blesser l'ordre et ça va créer des frictions entre ton frère et toi. Donc fais d'abord ceci, fais cela. Ou même si on t'appelle le jour du mariage, que la famille telle va, tu vas dire que je ne peux pas prendre la parole tant que telle est là, tu lui remets la parole. C'est la femme qui géométrise cela pour qu'il n'y ait pas de tension. Mais une fois que ça se passe dans la nuit et que nous sommes déjà en journée, le moment de gloire de l'homme qui représente le 1, l'expansion, le mouvement, c'est l'homme qui prend la parole. Et donc je voudrais éclaircir une incongruité qu'on entend aujourd'hui. Il y a un féminisme de plus en plus qui dit que derrière une grande femme, derrière un grand homme ne se cache pas une grande femme. C'est ce qu'ils disent. Ils disent à côté, en fait. C'est pour dire que ils n'en savent pas plus sur l'univers. Ce qui est le derrière voit ce qui est devant. Et quand tu es devant et quelqu'un est derrière, toi qui es devant, tu es vulnérable. Mais ça a tout son sens, c'est derrière un grand homme. Mais se cache une grande femme. Une grande femme, c'est-à-dire, c'est la femme qui est le zéro. Elle est le zéro, elle voit tout. Elle voit le devant toi et derrière toi. Et toi, tu ne vois pas derrière toi. Donc si on t'attaque par derrière, tu ne peux pas réagir. C'est elle qui peut réagir. Et qu'est-ce qui forme la force du serpent? Si ce n'est sa queue qui est derrière, bien sûr. Si vous attrapez le serpent par sa queue, il ne peut pas vous mordre. Il va balancer la tête comme ça, il n'a plus de support. Voyez-vous? Alors que lorsqu'il a sa queue, il prend appui sur sa queue et il vous pique. Alors donc, c'est pour dire que la femme n'a pas droit à la parole en Afrique parce que c'est elle qui conçoit déjà la parole. Et vous savez que le plus difficile, c'est la conception. C'est pourquoi lorsque vous avez les réductions nécessaires, ça ne vaut plus la peine. Mais on dit que Thoth est le dieu de la sagesse. Mais Thoth la doit à qui? À Séchat, qui lui donne les réductions nécessaires pour qu'il concilie l'invisible et le visible. Donc, vous savez déjà pourquoi la femme a la parole. Ce n'est pas une discrimination. C'est simplement une organisation de la parole. La précision en valait la peine, sinon les femmes allaient tomber. Effectivement, c'est que la parole est organisée. Et donc, comment se prenait la parole? Permettez-moi d'en finir là. Ceux qui avaient droit à la parole à l'époque de nos ancêtres, par exemple dans la société Bassa, était le Mbombo, l'homme panthère, qui a le destin de la cité. C'est-à-dire le pouvoir politique et le pouvoir religieux, le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal. Il avait comme totem la panthère qui a la plus haute résonance en termes d'éléments feu. Ensuite, on avait les Oum. Le Oum, c'était la confrérie qui constituait le corps des magistrats, c'est-à-dire de la loi. Et donc, c'était les hommes serpents d'eau. On voit là, le serpent, c'est la vibration. Mais également, lorsqu'on parle de l'eau, on parlait de la mémoire, on parlait de la connaissance. C'est ça de l'eau. Donc, le Oum pouvait prendre la parole. Ensuite, on avait le Mporol, c'est-à-dire le porte-parole. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans le cas de la parole charismatique. Ça veut dire qu'il y avait un conflit là. Peut-être le Mbombo n'est pas disponible ou alors on est au sein de la famille. On se dit, bon, comme tel n'est pas là, qui peut vraiment prendre la parole là? On dit que non. On voit quand même Sango Malet là qui se bat pas mal. Hein? On le prend, on le prépare. On appelle ça Mabangouela Webibou. Ça veut dire qu'on te fait attraper des paroles. En fait, ça veut dire qu'on te donne la lecture de la situation. On te donne tous les éléments mythologiques, cosmogoniques et ainsi de suite qui vont te permettre de résoudre. On te dit, vas-y parler. Peut-être parce que déjà tu as de la crédibilité, l'éthos, et te manque le logos, ou alors le logos contextuel. Voyez-vous? Parce que normalement tu as déjà un logos, on ne te savait pas pour rien. Mais peut-être pour une situation particulière, tu n'as pas encore fait face à ça, on te dit que bon, comme tu as quand même certaines connaissances
Quand on te dit ceci, ce sera facile de faire le lien. Bon, sache que voilà, c'est bon, ok, pape, tu vas. C'est ce qu'on appelle l'ompodol. On avait... Et pour faire le parallèle, pour rester sur l'ompodol, Ouais. pour revenir à un mythique parti politique au Cameroun, qui est l'UPC. Union des populations de Cameroun. Et je fais justement une fleur au président Ibrahima Traoré, qui justement dans un de ses discours a fait un rappel mémoire de l'UPC et du Podol, c'est-à-dire le secrétaire général de ce parti politique-là, qui avait donc l'autorisation de prendre la parole, effectivement, n'est-ce pas, pour tout le parti. Pour tout le parti, l'Ompodol, justement, il faudrait savoir que il n'était pas le fruit de son intelligence. Il s'agissait d'Omniobé, justement. Omniobé. Sa prestance n'était pas seulement la conséquence de son légos, de son ethos et de son pathos. Il faut savoir qu'il était le porte-parole à la fois de l'Union des populations du Cameroun, mais également du Cameroun tout entier. Je rappelle que lorsqu'il faisait des voyages dans le Grand Nord, dans le Grand Ouest et dans le Grand Centre, on lui disait que comme c'est toi qui es devant, dis-nous ceci. Dis ceci à notre place. Il faut savoir qu'il y a telle chose ici, il y a telle chose ici, il y a telle chose ici. C'est ça la parole charismatique. Et même lorsqu'il est parti à l'Assemblée générale de l'ONU. Effectivement, lorsqu'il est allé à l'Assemblée générale de l'ONU, il a dit, l'UPC a demandé à intervenir sur 3 raisons. Il a dit ceci, 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 ceci. Il était le porte-parole parce qu'avant ce voyage, il a consulté beaucoup de sociétés qui lui ont dit que voilà. Il a consulté beaucoup d'initiés et dont il avait le pouvoir de cette parole charismatique. Un discours de moins d'1 minute. Oui, mais qui a fait tache d'huile et qui va rester indéfiniment dans nos mémoires. Effectivement. Ensuite, on a le Mahmoud, c'est-à-dire le vieux. Celui qui est resté toute sa vie au village, qui a tout vu et tout entendu du village. On a l'Onto. Onto, c'est l'élite de la famille ou d'un coin. Nto vient de Tol, Tola, celui qu'on a choisi, voyez-vous. Et donc, c'est comme je le disais, il y a une différence en Afrique entre le premier-né et l'élite. Il peut avoir un premier-né dans la famille, il n'est pas forcément le chef de famille. Nous sommes déjà là dans la structure sociale. Effectivement, de la distribution de la parole. Justement. Le Bassa dit Nto, l'Nto, Man, les mains. Ça veut dire que l'aîné, c'est l'aîné. Mais le chef de la famille, c'est le chef de la famille. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi j'allais justement te poser cette question, celle de savoir quels sont les rôles des aînés et des chefs dans la distribution de la parole. D'accord. Pour très vite répondre, l'aîné est celui qui a plus vu que le chef. Donc forcément, avant de prendre la parole, c'est pourquoi je dis Gouhela vient de Gouel. En fait, c'est une forme de dire que on te donne les paroles. Ça veut dire qu'on ajoute à ce que tu as parce que, vous savez, le respect des aînés, c'est pas pour rien, c'est parce que l'aîné a plus vu que toi. Mais comme chacun né avait des dispositions naturelles, toi, tu as les caractéristiques de celui qui peut prendre la parole. Il a un flegme, il a le logos, il a de l'éthos, il rassemble, il n'est pas mêlé dans des choses qui sont bizarres et donc sa voix sera plus crédible. Voyez-vous? Donc, les aînés et les chefs t'aident, ajoutent à ce que tu as pour que ta parole ait plus d'impact. Voyez-vous? Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est toi le chef et c'est toi qui dois prendre la parole. Même si tu es le dernier né, on te donne la place que tu as, mais on ajoute à ce que tu as déjà et ce que tu connais. Et donc, dans cette longue lignée, on a également le chef de famille, le Nkourouboum. Dans Kouri, on a d'abord Kou, la racine Kou, qui veut dire la lumière. Kouye même appuyé allume la lumière. Akou, qu'on a vu la notion de Akou, c'est-à-dire celui dont le A a déjà atteint la constellation des êtres de lumière. C'est celui qui est l'entre-deux mondes. Dans le cadre de la famille chez les Bassa, c'est le Kourboum qui prend la parole, c'est-à-dire le plus vieux, mais le plus initié. Et qu'est-ce qui se passait donc? Lorsqu'il y avait une assise, chacun s'asseyait derrière le chef de sa famille. Et donc, lorsqu'il y avait quelque chose à ajouter, on chuchotait aux oreilles de celui qui va prendre la parole. Que bon, voilà, n'oublie pas de dire telle chose, n'oublie pas de dire telle chose. Et donc, lorsqu'on revient donc à la distribution...
Et pour même dire justement, comme tu le dis frère, c'est d'autant plus vrai que je vais prendre un exemple très simple dans ma famille. Mon grand-père paternel était polygame de 2 femmes. La première femme a fait 4 enfants, c'est-à-dire 2 garçons et 2 filles. Ouais. La deuxième femme dont est issu mon père a fait 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Maintenant, la succession de mon grand-père est allée au 2e fils de la première femme. Ouais. Comme il n'y avait que 2 garçons, le premier est mort. Maintenant, celui qui a succédé à mon grand-père, lui également est mort. Ce qui fait que parmi les 2 femmes, celui qui reste comme le chef de famille, c'est-à-dire le plus âgé, ouais, c'est mon papa. Mais sauf que mon papa est issu de la 2e femme. Ouais. Or, celui qui a succédé étant décédé, automatiquement, c'est le fils de ce dernier qui devait succéder. On lui a donc fait savoir que, comme tu es encore plus jeune que Sam, il est comme le chef de la grande famille. Ouais. Tu ne peux prendre la parole sans le consulter. Effectivement. Toi, en tant que chef de la très grande famille, parce que tu as succédé, ouais, tu ne peux pas prendre la parole sans le consulter. S'il y a n'importe quoi à faire dans la famille, tu vas passer par lui. Maintenant, c'est lui qui va te dire comment tu vas te comporter et comment tu vas faire. Maintenant, tu vas aller le faire donc en tant que chef de famille. Et vous voyez donc. Oui. Et c'est de cette organisation-là dont on parle. Ouais. Non, monsieur, la parole, et ça revient à une dimension de la parole. La parole en Afrique est consensus. Mais pas je dis bien consensus des initiés. Parce que quoi qu'il soit chef de famille, justement, il faut qu'il prenne la vie des autres. Et donc, ça devient un peu comme... Bon, je vais parler vite en besoin, on va voir les régalades. Et comme tu l'as si bien dit, mais c'est quand même extraordinaire, frère, parce que celles des sœurs de mon papa qui vivent encore, ouais, c'est elles qui ont appris à mon père que, en réalité, voilà désormais comment ça va se passer. Le jeune successeur va te consulter avant toute chose. Comme tu as dit tout à l'heure. Donc ce sont les femmes, encore une fois de plus, ne pouvant pas se tenir devant, disent par derrière que bon, fils, toi qui as appelé la succession, tu ne peux pas prendre la parole n'importe où, n'importe quand, sans consulter celui qui est comme le responsable maintenant en termes d'âge de la famille. Parce que, en réalité, le respect des anciens, quoi qu'il en soit, l'aîné aura plus vu que toi. Et c'est pourquoi on dit que les jeunes vont plus vite, mais les aînés connaissent la route. À quoi remarquez bien, c'est-à-dire, c'est une allégorie extraordinaire. Lorsqu'étant petit, on mange avec nos grands-pères, tu cours, finalement, en route là-bas, tu ne connais pas le devant, tu t'assois, tu l'attends. Il vient, grand-père, c'est quelle route des 2 sur le chemin qui bifurque, qui sourit, c'est ici. Tu marches encore vite, après devant, tu vas encore te perdre, tu t'assois encore, tu l'attends. Quoi que tu ailles plus vite, tu es obligé de l'attendre parce que c'est lui qui connaît le chemin. Et donc, là, ton père joue le rôle de ce que la femme joue dans le noir. Et la femme joue également le rôle que les ancêtres jouent. Les ancêtres parlent. Mais est-ce que lorsqu'ils parlent, tout le monde perçoit? Non. C'est ceux qui sont initiés qui comprennent. C'est la même chose que les femmes jouent. Elles jouent un rôle très primordial. Et lorsqu'on parle de primordial, on parle de premier. Et donc, tant qu'on ne respecte pas cette distribution de la parole, cette caractérisation de la parole, ce qui prend la parole, cette crédibilité de celui qui prend la parole, mais le blanc également ne déroge pas à cela, lors de certaines assemblées, on choisit bien celui qui va aller prendre la parole. Mais pendant le colloque du Caire, on a envoyé qui? N'a-t-on pas envoyé la crème de l'intelligence? Ce n'étaient pas les seuls égyptologues qui avaient. Mais on a pris ceux qui ont plus d'éthos et plus de logos pour cela. Quoique ça n'a pas suffi pour évincer notre pharaon, Cheikh Anta Diop. Mais je voulais dire, ça n'échappe pas à cela. Et lorsqu'on m'a également dit que ces gens, c'est le codem, sont nos cadets. Les gens vont dire que vous aimez tout vous approprier. Mais je suis en train de vous dire comment la parole s'organise en Afrique. Et lorsqu'on crée le parallèle, on se rend compte que les Blancs également font comme nous. Mais est-ce que le père ressemble au fils? Non. C'est le fils
qui ne peut ressembler Au père. qu'au père. Donc, la parole est cette sorte de consensus. Ce tissage. La maman dit, voilà. Le vieux dit, voilà. Le cadet même a la parole. Le cadet a la parole, surtout s'il est initié. Et lorsqu'on est ainsi, on sait que, voilà la famille. Par exemple, un goûter. Celui qui doit prendre la parole, c'est lui. De part et d'autre, d'abord, il y a des gens. Derrière aussi, il y a des gens, vous voyez, il va tout faire. Parce qu'on lui dit quelque chose, derrière, après, il dit que, n'oublie pas que, voyez-vous. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tellement organisé. C'est un comité. Et c'est pourquoi, rarement, je dis bien rarement, à l'époque de nos ancêtres, il y avait les éclats de voix. Parce que lorsqu'on a choisi le mamour noir et les règles qui est dur de ce côté, de l'autre côté également dur. Et on dit en bas ça, en Kolba et Mamnombe, la causerie des sages ne dure pas. Parce qu'ils s'entendent à demi-mots. Et puis la société en paix. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus comment prendre la parole. Mais aussi on ne sait plus qui prend la parole. On peut prendre celui qui a l'argent, il vient manger la bouche. Comme on dit souvent, il vient tituber. En chobra, il vient tituber. Mais c'est vraiment parce que là, l'argent, c'est un meeting politique. Il est en vue. On est obligé de le faire. Mais, puisque il faut dire quelque chose. Aujourd'hui, cette affaire, les Blancs ont voulu se rattraper à travers l'égérie. Ça veut dire quoi, la mascotte? On va voir, par exemple, imaginons que c'est moi qui ai beaucoup d'argent, je m'accapare la parole. On va quand même mettre un de mes oncles qui est un bonbon. Que quand on va le voir, on dit que tu as la chance. Ils ont rattrapé cela, mais en réalité, c'est pas comme ça. Si déjà l'oncle est à même déjà d'influencer, mais pourquoi ne pas lui donner la parole si l'objectif est noble? Et tout à l'heure, tu as même parlé du colloque, de l'exemple du colloque du Caire. Quand Cheikh Anta Diop, quand il a fallu que Théophile Obenga aille au tableau, mais qu'est-ce que Cheikh Anta Diop lui a dit? Que ne dis rien sans me regarder dans les yeux. Effectivement. Parce que de peur justement qu'il déraille et puis... Effectivement. Et comme on a dit, la parole étant une arme chargée, dès que tu dérailles, on récupère, on dit que non, mais là, voilà lui-même qui avait dit cela. Donc, la parole est une telle délicatesse. Lorsque on dit sarné, veut dire se revêtir de l'opprobre. À l'époque, mais toute une famille pouvait être revêtue de l'opprobre parce que le représentant a dit n'importe quoi. On dit que, dit donc vraiment la famille, la famille là. Vraiment, il n'y a pas. Mais ce qu'on appelle l'ambassade, les kenengin, c'est la dimension rhétorique de la parole. Mais c'est pas n'importe qui. Lors du festival Mboglia, mais on rivalisait d'éloquence. Il y avait des compétitions de prise de parole, mais un thème. Mais vous voyez, des gens arrivent à une certaine érudition qui met les gens en extase. C'est ça, la parole en Afrique. Voilà, vous écoutez votre émission Porte Limal sur les antennes de Kemet Télévision. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, tous les mardis, lorsqu'il est 8 h, et c'est l'occasion pour moi de vous prier, n'est-ce pas, de liker, de vous abonner massivement et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification et puis partager également au maximum pour que tous ces frères et des sœurs s'abreuvent justement de cette connaissance qui est diffusée sur les antennes de Kemet Télévision. Nous sommes partis du contexte historique pour la structure sociale et parole. Nous y restons. Alors frère, comment est-ce que la structure sociale influence-t-elle la distribution de la parole dans nos sociétés? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la parole est une telle délicatesse, c'est elle qui transforme. Alors, lorsque nous avons la parole... Parce qu'il faut dire quand même aujourd'hui qu'il y a une certaine influence, n'est-ce pas, de la distribution de la parole dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, j'en venais. Alors, en réalité, c'est cette question ne vaut son pesant d'or que lorsqu'on concerne le désordre qui est aujourd'hui. Parce que, je l'ai dit aujourd'hui, la parole a l'objectif de transporter de l'invisible pour le visible. Et elle est du ressort de certaines compétences. Je dis par exemple qu'on
on pouvait naturaliser quelqu'un. C'est un type d'initié qui prenait la parole. Il fallait organiser un rite de sanation, par exemple le tso. On sait que c'est le Zomlo chez les Bétifans qui organise cela. Lorsque il y a des garants, il y a des initiés véreux qui veulent faire tourner la tradition en dérision, c'est le Kongan qui est chargé de protéger la tradition qui sort et c'est sa parole qui remet l'ordre. Donc à l'époque ancestrale, tout était organisé comme les carreaux de sucre dans un paquet de sucre. Mais aujourd'hui, ne prend la parole que celui qui possède des moyens financiers, c'est-à-dire de l'argent, ou alors qui a une influence politique, qui peut donner à manger aux gens. Donc la parole est marchandée aujourd'hui. N'ayant parfois pas les aptitudes pour prendre la parole justement. Absolument, on le voit aujourd'hui. Et ce qui fait que les gens ne se préparent plus à la prise de parole. Et cette affaire fait que lors d'une émission, j'entendais des gens dire que il y a des aînés aujourd'hui même qui ont vendu leur droit d'aînesse. C'est-à-dire, ou alors des chefs de famille qui ont vendu leur droit d'aînesse. On l'a choisi comme successeur ou héritier. Mais comme son cadet a assez d'argent, il ose dire que, bon, vraiment, s'il y a quelque chose là, voyez mon petit frère, non, ça c'est abdiquer aux responsabilités, c'est de l'infidélité. Parce que l'infidélité, c'est le fait de manquer à ses devoirs, à ses obligations. Et donc aujourd'hui, le pouvoir politique influence la prise de parole. Le pouvoir financier influence la prise de parole. Le pouvoir intellectuel, je n'ai pas dit la sagesse, parce que quand on dit que quelqu'un est intelligent en bas, on dit qu'un IK, ça veut dire qu'il connaît les livres, mot à mot. Ça veut dire que c'est ce qu'on apprend dans les livres. Et quand on dit que quelqu'un est sage, on dit qu'un imam, il connaît les choses, c'est-à-dire les événements, c'est-à-dire les mystères. Voyez-vous? Et donc, le pouvoir intellectuel, je dis, la diplômie fait en sorte que vraiment, vraiment, si je suis ton aîné académique, hein, tu peux pas me parler comme ça, mais aîné académique à quoi il voit. L'impression des billets de banque n'a pas fini la pauvreté. Pensez-vous que l'impression des diplômes peut finir la bêtise? Du tout. Mais on imprime des billets de banque, le dollar, le franc CFA, l'euro, mais il y a toujours la fin. Mais on imprime aussi des diplômes, combien de licenciés, de bacheliers, de docteurs chaque année. Mais ils sont toujours aussi ridicules. Pas tous, bien sûr. Il y a ceux qui parviennent à concilier. Je veux par exemple parler du frère Toth, qui peut concilier la connaissance des diplômes à la connaissance africaine. Le problème, c'est que ceux qui s'engagent dans le chemin des diplômes occidentaux tournent le dos à la tradition. C'est ça le problème. C'est pas tant que les diplômes sont mauvais. Nous tous, ici, nous sommes diplômés. Bien sûr. Mais le problème, c'est que, comme bon maçon, à quoi ça sert d'être docteur en mathématiques? Célébrer cette mathématique sans savoir que le système de décompte de chez toi est une très grande mathématique. J'en ai parlé la dernière fois. 1, 3, 5, 7, 9 sont les chiffres de l'expansion. Et vous en apprenez davantage. On a parlé du chiffre 7. Samba veut dire c'est déployer, c'est déplier, ça veut dire c'est dévoiler. Et les Rosicruciens vous diront que le divin se déploie à travers 7 rayons. Chaque rayon développe 7. Vous voyez, c'est contenu en Afrique. Donc, voilà. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre le diplômé et l'intellectuel. Effectivement. Parce que le frère Lasconi, qui a fait le tour du monde pratiquement avec son garçon, on lui a posé la question à l'occasion d'une conférence, celle de savoir, mais à quel moment est-ce que ton fils, que voici, va à l'école, tu te retrouves avec lui au Congo, tu te retrouves avec lui au Burkina, au Gabon, au Cameroun, et même dans les îles entières. À quel moment est-ce que cet enfant va à l'école? Il a pris la parole. Il a dit, vous pensez qu'un docteur peut valoir la cheville de cet enfant-ci? Il connaît l'univers tout entier. Et il peut faire asseoir un docteur et lui enseigner ce que c'est que la vie. Absolument. Mais ça nous a tous touchés. Mais absolument. Vous savez, il y a ce qu'on appelle ce qui est artificiel. L'école du blanc ne relève que de l'artifice. Et de l'artificiel. Artifice, c'est ce qu'on voit.
Et artificiel, c'est ce qui n'est pas naturel, ancré dans la nature. Et c'est pourquoi, en réalité, ils ont été obligés de forcer la main, de tuer pour qu'on adhère. Pourtant, la tradition africaine, c'est qu'on t'enseigne, on te dit, va observer dans la nature. Tu observes, tu dis que, mais ça, c'est des trucs que je connaissais pourtant depuis. C'est là, c'est visible. On ne force pas tel que les théogonies avec des dieux homosexuels, avec des cosmogonies qui ne tiennent pas sur la terre ferme, avec des théories qui ne sont visibles que chez eux. Et c'est pourquoi, si vous me permettez de faire un parallèle, comment est-ce qu'on peut transporter le divin en Afrique? Mais le noir te dit Dieu c'est la nature, mais la nature existe partout. L'eau existe partout, les arbres, les fleuves. C'est vrai que les types d'arbres types d'arbres diffèrent, mais les arbres existent sur toute la planète Terre. L'eau également, le feu, ça existe partout. Il y a certaines essences seulement qu'il y a ici, qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, lorsqu'il t'enseigne, tu vérifies étant chez toi. Donc, quel est ce Dieu qu'on peut transporter dans cette... Non, vraiment, il faudrait que l'Occident d'aujourd'hui soit sérieux. Parce que l'Occident d'avant reconnaissait que l'Égypte antique, c'est la mer de tout. Donc, voilà ce qui influence aujourd'hui la prise de parole. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a des meetings qui finissent en queue de poisson. L'Assemblée nationale, les gens bagarrent. Non, vous ne pouvez pas voir, il n'y en a pas eu des palabres en Afrique où des initiés viennent s'asseoir et ça finit avec les bagarres. Jamais auparavant, on n'avait jamais vu ça en Afrique. Mais dites-vous bien que le Parlement, c'est l'élite intellectuelle. Représentant le peuple. Ils arrivent à bagarrer. C'est comme si des hommes lourds et des bons boxeurs, que bon, d'ailleurs, c'est ce qu'ils faisaient. Il y avait des rituels que des tribus mitoyennes, c'est-à-dire qui se retrouvent dans un même espace géographique, faisaient ensemble pour la sécurité. Ils ne bagarraient pas, ils s'entendaient. Et d'ailleurs, comment est-ce que il est des rites? Moi, j'ai causé avec un bon qui m'a dit qu'il a assisté, il a participé au rite de contact avec une divinité ancienne. Mais il a fallu qu'il y ait des Bassa, des Bakoko, des Iwundu et certains Pygmées qui se reconnaissaient et qui se connectaient à cette divinité. Voyez-vous. Donc, si on revient en Afrique, voilà ce qui influence la prise de parole aujourd'hui. Et surtout, le dernier élément, les diplômes. Vraiment, le diplôme, le système... Donc, c'est-à-dire une certaine parole qui est utilisée aujourd'hui comme un outil de pouvoir et d'autorité. Bien sûr. Et dont le fondement repose sur les diplômes. Vous voyez, lorsqu'on est en réunion des jeunes, par exemple, au quartier, on dit que bon, docteur tel, tu vas te faire le plaisir de nous ouvrir les hostilités, mais que non, c'est pas toujours cela, voyez-vous. Et donc, toutes ces influences, tous ces lobbies, parce que j'appelle ça, ce sont des lobbies politiques, et ainsi de suite, financiers. Et vous savez, aujourd'hui, on dit que la main qui donne est au-dessus, la main qui reçoit. Et donc, si je te nourris chaque jour, je peux te dire, fais comme ça. Mais tout cela n'est pas bien. Il faudrait en réalité que ça change. Parce que c'est pas tant cela qui fait avancer l'univers. Il y a d'autres choses qui font avancer l'univers. Et lorsqu'il parle, avec quoi influence-t-il? Il tient quoi? Il porte quoi? Il a quoi qui va modifier la teneur, les émotions du public? Et c'est là qu'on va parler, je crois tout à l'heure, des régalias de la parole, les objets de pouvoir de la parole, et dans les dynamiques de pouvoir justement qui influencent, tu l'as cité tout à l'heure, les dynamiques politiques, les dynamiques économiques, sans oublier les diplômes. Sans oublier les diplômes. On a une licence, qu'on a la prétention de prendre la parole n'importe où parce que dans l'assistance, on a l'impression d'être celui le plus diplômé. Or, pourtant, cette parole, justement, n'apporte pas ce qui est attendu par cette assistance-là. À ce sujet, j'ai un problème aujourd'hui. Les cloisons scientifiques qu'on appelle les départements. Qui dit que ce n'est qu'un historien qui peut parler de l'histoire? Donc, un historien va parler de l'histoire de ma famille. Un historien va vraiment parler de l'histoire du peuple Bassa, plus comme Bombok. Un historien va vraiment parler de l'histoire des Bamileke, plus qu'un chef Bamileke, qui est le garant de l'ancestralité qui correspond au passé, de la jeunesse des vivants qui correspond au présent,
et de la jeunesse qui correspond au futur. Alors que lorsque quelqu'un parle, il tient le chasse-mouche en main, et je vais donner cette signification tout à l'heure. Alors on ne peut pas, c'est d'autant plus aberrant que un anthropologue qui fait des études sur l'organisation de la société Bassa, qui s'inspire d'un Bombo, qui lui dit comment la société Bassa est organisée, il lui dit ce qu'il faut dire et reste avec ce qu'il ne faut pas dire. Lui va avec ce qu'il a entendu, il devient anthropologue. Et le Bombo qu'il a enseigné est quoi? La preuve, c'est qu'il y a eu un débat, un clash, comme on le dit communément, entre le professeur Eric Ewonangini, effectivement, qui est politologue, et un docteur en histoire. Mais malheureusement, le docteur en histoire a été battu en plate couture par le politologue. Oui. C'est pour soutenir ce que tu dis. Non, mais les cloisons scientifiques sont tout ce qu'il y a de mauvais. Voyez-vous. Mais il faudrait dire que l'Occident qui a créé ces cloisons scientifiques a voulu leurrer l'Africain. Parce qu'il y a des moments en Europe et surtout en Amérique où on fait valoir plus la compétence. Il y a des professeurs de musique dans les écoles de musique en Europe qui n'ont pas fait l'école de musique. Voilà. Et il y en a. Voilà. Mais le problème c'est que comme l'Africain copie ce qui est mauvais, lui on lui a présenté un système, il s'est dit que non, ici c'est seulement les docteurs qui parlent. Toi, tu ne peux pas parler. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? La parole dépend de quoi? On a déjà dit ici là que quand quelqu'un a été cuisiné dans une matrice qu'on appelle une confrérie initiatique, es-tu sûr que tu peux prendre la parole? Et on voit comment les meetings politiques finissent aujourd'hui en queue de poisson, avec des bagarres, avec des disputes qui n'ont pas de ça. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'abord de préparer l'environnement. Et c'est ce qu'on apprend dans les confréries initiatiques, monsieur. On prépare d'abord l'environnement pour faire estomper toute velléité de désordre. Ça se fait, monsieur. Bamban Begré, il y a les parjures, il y a l'initié qui a le rite du parjure, la parole du parjure. Il vient, il fait ces choses. Il dit que bon, tous ceux qui viennent ici aujourd'hui avec l'esprit de faire le désordre et comme ça, on l'anéantit. Il vient, c'est-à-dire c'est comme si on l'a diminué. On a diminué son aura. C'est quand il va quitter là qu'il dit que merde. Il y a des choses qui ne sont pas dans la région, mais je n'ai même pas pu réagir. C'est comme si je n'étais pas dans moi. Mais bien sûr, vous voyez. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que les choses se passent dans l'harmonie, dans la marade, effectivement. Entrons justement dans les changements contemporains, frère. Alors, comment l'organisation et la distribution de la parole ont-elles évolué avec la modernité et la mondialisation? Alors, il faudrait dire que la distribution de la parole aujourd'hui a tellement évolué que ceux qui savent ce qu'elle était avant ne se reconnaissent plus. Mais avant qu'on y passe, je voudrais justement, parce que un élément de réponse à cette question sont les éléments, je voudrais qu'on parle d'avoir des régalias de la parole. Si la régie peut nous permettre, parce que vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un se place. Est-ce que la régie peut nous envoyer un certain nombre d'images pour illustrer? La parole s'accompagne d'un certain artifice. On va commencer par le premier qui est le nton, c'est-à-dire le chasse-mouche. Est-ce qu'on peut passer? On arrive au sceptre, le nton. Non, pas le chasse-mouche. Est-ce qu'on peut... Non, pas celui-ci. Alors, à l'époque, lorsque quelqu'un se plaçait et qui prenait la parole, non, c'est pas la couronne, on va commencer avec le sceptre, voilà. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui achètent des sceptres, c'est-à-dire des cannes, et qui les portent n'importe comment. Vous savez, c'est toute une rithologie qui est constituée dans le sceptre. Lorsque quelqu'un prenait la parole en Afrique, il avait d'abord la canne, c'est-à-dire le sceptre. Le sceptre en bassa, c'est dit nton. Je dis bien nton. Son substantif, c'est un substantif déverbatif, c'est-à-dire un nom qui provient d'un verbe, comme expression vient du verbe exprimer. La racine de ce mot, c'est ton, qui veut dire chercher. Effectivement, lorsque vous appelez un initié avec sa canne, lorsqu'il arrive, il cogne d'abord la canne sur le sol, il cherche. Parce que cette canne est consacrée. Et on lui dira
les vibrations de ce sol vont entrer en contact avec les vibrations de sa canne. Et il saura lui donner l'information. Et lui donner l'information. Effectivement. Faut tu vois, c'est pourquoi quelqu'un parle parfois, il cogne sur le sol. Il cogne. Et ce ton est le même mot que aton, parce que le ton c'est un élément solaire. Le ton est du ressort du soleil. C'est le ton qui illumine. Vous voyez bien que un ton c'est aton. C'est un symbole solaire. L'objectif est d'irradier, mais aussi de rassembler, dans le sens où beaucoup de sceptres ont le crochet. Or, le crochet tire. Haute. Tirer veut dire haute, c'est-à-dire rassembler. Le crochet, c'est également, le ton, c'est également le symbole de l'union. Vous savez très bien que lorsqu'on voulait cueillir des prunes, on faisait un crochet. On tire vers soi, c'est-à-dire on ramène, c'est-à-dire on rassemble. Voilà la symbolique du sceptre, qui est le ton. Mais également, il est souvent chargé de certaines énergies dont le bout exprime ces dernières. Vous voyez les sceptres, des cannes qui ont le lion, qui ont le serpent. C'est pas pour rien. Et lorsqu'aujourd'hui, des simples artisans fabriquent des cannes avec des lions, et que des jeunes les transportent, lorsqu'ils arrivent au village, c'est une information. Celui qui a vraiment le lion dans sa canne, lorsqu'il te voit, il dit que, il va les tester. Un petit comme ça, là, il est déjà lion. Bon, faisons donc ce que les lions font. L'énergie du lion qui est dans sa canne se déploie vers le lion qui est sur la tienne. Ça trouve que c'est vide, ça te frappe, tu meurs, on dit qu'il est mort, on ne sait pas, pourtant il marchait en journée sans rien. Donc, le ton est le sceptre, l'élément solaire, pour d'abord irradier. Et donc, lorsqu'il arrive, il doit mettre la lumière sur ce qui est dans le noir. C'est pourquoi, encore, il cogne le sol pour ressentir l'énergie tellurique qu'il y a, pour savoir que il y a vraiment danger ici, il faut qu'il fasse ceci, il fasse cela. Ayant déjà d'abord fait le Ngambi, mais lorsqu'il vient, il doit d'abord se rassurer que ce que j'ai vu là-bas correspond à ce qui est ici. C'est pourquoi les différents sèmes qu'il y a dans le monde ton, justement, c'est donc l'élément solaire irradie. Donc, l'initié qui prend la parole, puisqu'il a la canne qui est l'élément solaire, on veut dire qu'il vient pour illuminer, c'est-à-dire repousser les ténèbres. C'est pourquoi un bombok, vrai qu'il soit, il ne peut pas venir trancher un problème et repartir, entendre encore que les mêmes bagarres qu'il y avait avant ton arrivée ont persisté. Ça n'existe pas dans l'Afrique. Moi, je vois des prêtres, des pasteurs dire non, vraiment, il faut savoir que les choses, ça vient avec le temps, elle va comprendre avec le temps. Non, monsieur. Quand un initié se lève, il a sa canne. Il vient chercher ce qui se passe, mais il vient également illuminer. Donc, la canne qui est un sceptre solaire veut dire que l'initié, c'est la lumière. Il vient irradier. Il vient également réunir, parce que un initié n'a pas qu'une seule canne. Il a plusieurs cannes, avec plusieurs motifs à la tête et plusieurs types d'arbres. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui entrent dans la fabrication d'une ton. Justement, ces essences-là comptent aussi dans la fabrication. Effectivement, ça compte. Donc, lorsqu'on a ton, le synonyme de ton, c'est yin. Remettez-nous cette image. Le synonyme de ton, c'est yin, c'est-à-dire chercher. Mais le paronyme de yin, c'est yin, qui veut dire s'asseoir. En réalité, on veut dire quoi? Celui qui prend la parole est quelqu'un qui doit être assis. C'est pourquoi chaque initié a son siège en Afrique. Le siège qui est le symbole justement de la stabilité, du zéro, du non-être et de la confrérie. En réalité, les gens de ta confrérie viennent souvent te faire asseoir sur un siège. C'est ça. Et c'est ce siège qui est le siège d'Osiris. Et justement, l'initié est celui qui cherche. D'où le symbole d'Osiris qui est l'œil. C'est l'œil qui est représenté ici. Non seulement dans sa dimension de lumière, mais également dans sa dimension de contemplation, de réception des éléments de l'univers. Donc, tout initié, ou alors celui qui prend la parole en Afrique, c'est d'abord un Osiris. C'est-à-dire, il est assis et il voit dans le noir. Ça veut dire que vos cœurs, les vibrations de vos cœurs, il les voit. Et c'est pourquoi lorsqu'il vient, il sait déjà de quoi il s'agit. Alors, on va analyser le deuxième sceptre qui est la couronne, Hikolo.
lorsqu'on parle de Hikoro, avec le concours de la régie, bien sûr, le Hikoro, c'est la couronne. La couronne également, c'est un symbole solaire d'ailleurs. Prochaine image à la régie. Prochaine image. Lorsque vous voyez d'ailleurs la couronne des blancs, vous voyez bien que c'est en tout point pareil au soleil parce que c'est rond, c'est jaune et ça a également des petites extensions qui sont l'image des rayons de soleil. Alors, Hikoro a pour racine côte. Côte qui veut dire rassembler. Mais dans côte, on a également la prochaine image. La prochaine image, la couronne, l'image de la couronne. Alors, celui qui prend la parole en Afrique, l'initié qui prend la parole en Afrique, généralement a la tête couverte d'une couronne. On va dire une couronne, hein, c'est souvent un chapeau tissé. Effectivement, quand on dit tissé, c'est rassemblé. Voyez-vous? Et c'est pourquoi c'est un sacrilège qu'un roi, un chef, se place devant ses sujets, la tête nue. Là, ça... Il y a une image qui a fait la polémique récemment. Un de nos grands défenseurs, garants des traditions, qui s'est pointé à l'église avec la tête nue. Mais c'était un sacrilège. Sacrilège, vraiment sacrilège. Un initié est le représentant du soleil de Ra. L'initié, c'est Ra. Qui plus est, le roi, c'est Ra. Mais roi vient de Ra. Ré, Ra. Et donc, tu ne peux pas te présenter en tant que Ra et ne pas avoir la couronne de Ra. Ce chapeau qui est tissé. Et là, vous voyez, la couronne, c'est Hikoro. La racine de ce mot, c'est Kot, qui veut dire rassembler. Mais la racine de Kot en elle-même, c'est Ot, qui veut dire tirer. Amener vers. Voyez-vous, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais c'est le Kot là, c'est le Ot là. Et donc, lorsqu'on prend les paronymes du mot Kot, on a Kit. Et donc, l'initié, c'est celui qui tranche. Mais dans Kit, en réalité, on voit la division, la séparation, la différenciation. C'est pourquoi l'initié, lorsqu'il voit qu'il y a des problèmes, il vient, il va séparer les problèmes de l'harmonie. Il va chasser, parce que Kit, c'est aussi diviser pour chasser. Parce qu'un autre paronyme de Kot, c'est Kar, qui veut dire chasser. L'initié doit chasser les ténèbres, c'est-à-dire repousser les ténèbres après avoir tranché. C'est pourquoi le bon va dire Ebaghala ndi tahabe. Ça veut dire qu'il vient, il réunit, il parle, il dit que bon, avant qu'il vienne ici, il y avait des problèmes. C'était comme ça, mais à partir de ce moment, c'est fini. Donc, il a repoussé les problèmes. On a également Kout, qui est le coup de poing, le symbole de l'unité. Et on a Ker qui veut dire Kei. Kei, c'est tirer vers soi. Quand Kei, on tire vers soi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'initié qui prend la parole en Afrique doit prendre la parole pour unir. Celui qui prend la parole pour unir, pour rassembler. Il est lui-même la lumière. Et ça rejoint l'éthos. Parce que l'initié, c'est le rat. Celui qui prend la parole doit être un rat. Il doit être un Osiris. De par l'érudition. Il doit être un Osiris parce qu'il doit être assis. Or, c'est lorsque on a appartenu, on appartient à une confrérie initiatique que lorsqu'on t'intronise, on te fait asseoir. Et de là, tu peux percevoir dans l'univers. Donc, l'initié qui prend la parole en Afrique, il a une canne pour illuminer, il irradie, ça fait partie de sa dimension ethos. Il a la couronne, parce que la couronne c'est un symbole solaire, mais le Bassa te dit que la couronne c'est Hikoro qui vient de code rassembler, donc la parole doit rassembler. Donc, on ne veut pas prendre la parole seulement pour prendre la parole. Il faudrait que tous les problèmes que tu as trouvés soient résolus et vous vous embrassez à la fin. Et c'est exactement le cheminement de l'ordre en Afrique. L'ordre naît d'abord du désordre, du chaos. Il y a des problèmes. Puis, on prend conscience. L'initié vient, on lit la liturgie,
On vous dit que vous savez, vous êtes les hommes, il y a les proverbes, il y a les mythes, il y a les contes, il y a les légendes pour faire comprendre que ce n'est pas bien ce que vous faites. Et l'initié supérieur ou alors le recteur prend la parole pour dire que bon, à partir d'aujourd'hui, c'est la paix que je laisse ici, c'est l'union, c'est l'entente. Il fait ce qu'il a fait et pas, on n'entend plus parler. Et du désordre jaillit l'ordre. L'ordre, effectivement. Et donc, on peut passer également les régalias de la parole. On a dit, on a le sceptre, on a expliqué ce que c'est que le sceptre, on a la parole. En plus de la parole, on a le chasse-mouche. Est-ce que là, ok, on peut prendre le sac. Vous voyez les initiés qui prennent la parole en Afrique, dans la plupart des cas, surtout ceux qui ont des acquaintances avec la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, ils ont le sac qu'on appelle bot en anglais, le sac des reliques. Mais la racine de bot, c'est aussi haute. En réalité, c'est ce sac qui contient tout ce qui fait la force de l'initié, les reliques grâce auxquelles on vient à bout d'isfait, décès et d'apophyse. C'est pourquoi le passage appelle ça Borumbok. C'est pas le sac du Bombok. C'est le sac du Mbok, c'est-à-dire de l'univers, c'est-à-dire de la communauté, c'est-à-dire le sac dans lequel la communauté peut... Puisque si le Bombok n'est plus là aujourd'hui, le sac ne disparaît pas avec lui. Donc c'est le sac du Mbok. C'est le sac du Mbok, c'est-à-dire le sac qui aide l'univers à maintenir son harmonie. Et donc, lorsque vous voyez les dérivations et les paronymes du Mbok, du sac, on a bar qui veut dire demander. C'est grâce au sac que le Bombok demande à l'univers des solutions et des éléments pour sa communauté. C'est pourquoi lors des rituels, il doit avoir son sac. Parce que dedans, il va prendre certains éléments qui vont l'aider au rituel. On a Ber à sanctionner. Mais c'est grâce à ce sac que la société qu'il dirige va ascensionner. Puisque si dans le sac, il y a les éléments qui lui permettent de venir à bout du désordre. Et donc la société va prospérer et donc ascensionner. On a également Mbora, qui veut dire la progéniture. Mais c'est grâce à ce sac. Quand on entend souvent qu'on a chez nous, on a un sac qui nous permet de faire ci, qui nous permet de faire cela. Mais effectivement, c'est ça. Et il y a également des sacs qui assurent la progéniture parce que Bord lui-même a un paronyme qui est Bord, c'est-à-dire produit, procréer. On a un Mbot qui veut dire progéniteur et on a un Mbot, c'est-à-dire l'habit. Effectivement, le sac du Mbombok, c'est également un bouclier. Parce que c'est de même que l'habit nous protège, de même ce sac émet un rayonnement qui fait qu'il est hors de portée d'atteinte. Et donc, justement, puisque la parole est délicate, parce que je vous rappelle que lorsqu'il y a un conflit, mais on dit souvent qu'on va piéger celui qui va venir arranger ce conflit. Parce que les serviteurs disfaits ont intérêt à ce que le chaos soit. Et doit donc être dans des dispositions requises pour trouver des solutions. Parce que c'est un combat, c'est l'Armageddon. Lorsqu'il y a conflit entre deux clans, et que par exemple, ça sort par exemple de meurtre de quelque chose, c'est vrai, l'unité doit y être. Mais il y a des sorciers négatifs qui disent que non, on ne peut pas laisser cette affaire. Il faut aussi que nous soyons tués quelqu'un du clan. Alors, pendant la palabre, les énergies se dégagent. C'est pourquoi les non-initiés n'assistaient pas à ce genre de palabre. Parce que les énergies qui se dégagent sont telles que si tu n'as pas ton sceptre pour te protéger, ton sac pour te mettre dans un vortex de sécurité, mais dès que tu rentres en temps, tu seras soufflé. Mais effectivement, tu seras soufflé parce qu'il y a des énergies qui se dégagent. À l'époque, lors des discussions, par exemple, la femme du clan A est allée en mariage dans le clan B. Alors, on a discuté, lorsque le mariage n'a pas donné, on a discuté l'enfant. Et finalement, la femme est rentrée dans son clan avec l'enfant. Mais le clan de l'homme dit que on ne peut pas perdre. Il tue l'enfant. Le clan de la femme se rend compte que non. C'est l'autre clan qui a tué l'enfant. La guerre commence. Alors, lorsqu'il faut parler de cela, il y a une dette de sang. Et des gens se posent sur cette dette pour dire que non, nous, on doit manger là-bas, on doit faire ceci. Alors, ceux qui parlent, qui tranchent ce problème, qui parlent de ce problème. Mais monsieur, si tu viens mal, tu glisses, tu tombes. Et vous voyez donc la délicatesse de la parole. Et lors de telles rubriques, par exemple, l'initié disait souvent que bon, il faisait souvent son gambi que
quand je parle avec quoi? Est-ce que je dois même vraiment prendre la parole en premier? À quel moment? Est-ce que je dois me lever ou m'asseoir? Et c'est ça la parole, monsieur. Parce qu'on peut piéger la prise de parole, on peut faire ci, on peut faire cela. C'est tout cet ensemble. Et est-ce qu'on peut finir avec le dernier élément? Jai, le chasse-mouche. Alors, vous voyez, chez les Béti Fang, il y a ce qu'on appelle un toum Dieu. Un toum, c'est le sceptre de la parole. Alors, un toum est Dieu, et Dieu, c'est la parole. Un toum, c'est le sceptre, c'est-à-dire le bâton. Lorsque certains initiés, Béti Fang, prennent la parole, ils ont c'est un toum est Dieu. Puisque l'objectif, c'est que la maat s'établisse et qu'ils se fait intérêt à ce que le désordre s'établisse, il faudrait neutraliser les velléités des désordres qui sont dans la foule. Et pour ça, le message doit passer. C'est pourquoi l'initié a le toum est Dieu. Et vous voyez que dans beaucoup de peuples également, pas seulement chez les Bassards, celui qui prend la parole a souvent un chasse-mouche. Lorsqu'il parle, il balance ce chasse-mouche. En fait, le chasse-mouche, c'est quoi? Le chasse-mouche, c'est la totalité. L'initié, lorsqu'il divise, lorsqu'il sépare, il ne sépare pas pour séparer. En fait, il met chacun à sa place. Parce que quand vous voyez Atum, Ra est en haut, Apophis est en bas. Lorsque Apophis montre pour diminuer l'éclat de Ra, il faudrait bien qu'on le renvoie où il est. Voyez-vous? Donc, cette totalité est constituée ou alors est représentée par le chasse-mouche. Le chasse-mouche en Bassa, c'est Jai. Jai, à son étymologie, c'est Hai, c'est-à-dire la feuille, mais là, la génération. Et puisque ce chasse-mouche, lorsque le Mbombok doit être consacré, en réalité, chaque famille vient lui donner une brindille de balai d'un palmier précis. C'est ça donc la légitimité. C'est ça en réalité qu'on peut appeler le plébiscite. Parce que les gens disent que c'est la dictature. Non. Le chasse-mouche du Mbombok ou de l'initié est fait de brindilles de balai dont chacun est le consentement d'une famille qui est venue le donner que nous acceptons. Nous te reconnaissons comme notre rat, c'est-à-dire comme le premier d'entre nous, celui qui va nous illuminer. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'il parle, au cas où vous croyez que je suis un imposteur, voilà ça. C'est vous qui m'avez donné ceci, de parler en votre nom. Et non seulement, ce chasse-mouche également a des brindilles de balai, des personnes même qui sont déjà décédées au moment où on le tient, parce que c'est également un héritage. Et donc le chasse-mouche, c'est la totalité des générations passées et actuelles, parce que par présent, il y a encore certaines personnes qui ont donné, des brindilles sont encore vivantes, et même futures. Donc le chasse-mouche, c'est le symbole de la totalité. Et puisque pour qu'il y ait totalité, il faudrait qu'il y ait la profusion et qu'il n'y ait pas des entailles. Et c'est aussi l'objectif du rituel, parce que le rituel, c'est quoi? Il faut renforcer, remplacer l'énergie qui manque. C'est pourquoi on peut donner la chèvre, le poulet. Et donc, le chasse-mouche, c'est la totalité. Et donc, lorsque vous voyez l'initié avec le chasse-mouche, 1, c'est la légitimité. 2, c'est le pouvoir. Mais également, 3, c'est la totalité. Donc, celui qui prend la parole doit prêcher la totalité. C'est pourquoi en Afrique, même celui qui a tort finit par être content de l'issue du procès. Celui qui a tort et celui qui a raison finit par être content. Parce qu'il faut maintenir la structure sociale. Cet équilibre. Cet équilibre social. On ne dit pas que, non, vraiment, tu as volé, tu vas aller en prison. Non, on ne dit pas ça. On dit que bon, tu as volé, c'est la dernière fois. Il faut lui remettre son palais, demander les excuses. Bon, toi aussi, il faut savoir que c'est... Et voler n'est pas bien. Voler n'est pas bien, bon. Parce que... Voilà, bon. Et on sème le havre de la paix. À la fois, celui qui a tort et celui qui a raison rentre content. Puisqu'il ne faut pas créer cette entaille, ce désordre, ce regard en chien de faïence. Alors, je crois que c'est l'expression peut-être française, enterrer la hache de guerre. Il ne faudrait plus qu'il y ait la guerre.
C'est pas comme les traités de Versailles où on fait d'abord le cessez-le-feu. Après, non, je n'ai pas été d'accord. Pam, la guerre recommence. Non, ce n'est pas cela. Justement. Le chasse-mouche, la légitimité, le pouvoir et la totalité. Et vous voyez que même Haï a pour racine Haï. Et donc les paronymes sont Ouï, c'est-à-dire Ngouï, le pouvoir. Celui qui prend la parole doit avoir le pouvoir. On a Oi, c'est-à-dire Noi. On a Oi, c'est-à-dire Toi, c'est-à-dire la goutte de l'unité. Et on a Sai, la bénédiction. Or, béni, c'est également enlever tout ce qui est mauvais pour remplacer par ce qui est bon ou consacré. Alors, en quoi est-ce que la prise de la parole diffère aujourd'hui? Déjà, vous voyez que tous ces éléments qu'on a vus, que ce soit le chasse-mouche, que ce soit la couronne, que ce soit le sceptre, sont consacrés. Et donc, la parole, c'est le domaine de l'initié. Lorsqu'on revient aujourd'hui, on voit que les gens qui prennent la parole ne sont même pas des initiés. On dit que quelqu'un sera chef. Bon, les chefs, pas les chefs sont au moins initiés. Merci pour l'image, on en a terminé. Merci pour les images. Aujourd'hui, on est dans des systèmes dans lesquels des non-initiés enseignent les initiés. C'est une aberration. Normalement, même le responsable d'un parti politique qui a des initiés devait être initié. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens même qui cèdent leur place à certaines personnes au nom de l'argent. Alors que normalement, c'est elles qui ont reçu le mandat de diriger. Et le problème, c'est que le pouvoir a cette tendance que, comme celui qui a la tête est le premier, celui qu'on écoute beaucoup plus. C'est vrai que quelqu'un dans la foule peut avoir un pouvoir charismatique, mais il serait plus charismatique s'il était même encore à la tête. Et donc aujourd'hui, ceux qui prennent la parole en public sont déjà des non-initiés. Et donc le choix de nos leaders dans différents domaines ne doit même pas se faire au hasard. Ça ne doit pas se faire au hasard. Parce que ce sont des énergies qui se rencontrent lorsqu'il y a rassemblement. Et pouvoir gérer ces énergies n'est pas facile. Je ne dis pas du tout. Donc aujourd'hui, donc, on ne voit plus les régalias de la parole. Tous ces sceptres qu'on a vus. On ne consacre même plus la parole. Parce que je vous rappelle que, en plus de ces sceptres qui sont beaucoup plus sacerdotaux et royaux, ces régalias, il y a également certains éléments qui renforcent la vibration de la parole. Je vous rappelle que on blesse la langue en Afrique pour la charger. Et c'est pourquoi la fellation et le cunnilingus sont totalement interdits. Parce qu'en le faisant, vous diminuez le pouvoir qu'on a mis dans votre parole. Exactement. Et il y a des essences naturelles et végétales qu'on met sous la langue pour renforcer la vibration de la parole. Parce que ça dépend de qui est en face. Vous voyez bien que même lorsque il y a le combat de boxe, on différencie bien les poids lourds, des poids légers, des poids effectivement. Des poids plumes et autres. Donc lorsque le problème est sérieux et que vraiment les rancœurs sont tellement grandes, vous ne pouvez pas seulement venir parler pour parler, il faudrait qu'on consacre votre langue, qu'on mette sous la langue. Il y a des gens qui parlent avec des choses sous la langue. C'est ça l'Afrique. Aujourd'hui, les gens vont parler des problèmes. Vous voyez un couple a un problème, moi j'en ai vécu. À l'époque, au départ, quand j'acceptais encore cette bêtise, il y a un pasteur qui venait parler, qui venait pour soi-disant résoudre les problèmes avec madame. Mais lorsqu'il partait, ça perdurait. Parce qu'il se lève, il se dit que la parole, il suffit seulement de dire des mots pour parler. Non. On a vu que la parole mécanique, c'est du ressort de la grammaire. Lorsqu'il y a un problème, la parole déforme, transforme, conforme, et ainsi de suite. C'est de la parole sacrée. Et donc, on ne blesse plus la langue avec la langue de la vipère. On ne consacre plus la langue. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde se verse dans le cunnilingus et la fellation. Et ça donne ce que ça donne. Et ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, on n'a plus le pouvoir sur notre femme, sur nos enfants. J'entends souvent des gens dire, vraiment, l'enfant, si je ne sais même pas ce qu'il peut faire de toi. Il m'a déjà dépassé. Il m'a dépassé. Un enfant que tu as accouché. La parole, aujourd'hui. Donc, les dispositions ne sont plus prises. Le logos. Parce que je vous rappelle que cette affaire de diplôme aussi a fait que quand un fils docteur parle avec son père, il finit par convaincre son père. Parce que
on ne prépare plus. Même son père n'est plus préparé. Il y a cet effet psychologique. Effectivement, il n'a même plus le logos. Il ne connaît même plus les relations, les proverbes comme ça. Non, mais moi j'ai un oncle. Si vous parlez d'une affaire, tu auras honte, même si tu es diplômé, à moins que toi aussi tu aies cette sagesse du village. Mais si tu ne vas dépendre que de Voltaire avait dit que, Jean-Paul Sartre a dit que, Descartes a dit que... Tu es complètement à côté de la plaque. Je dis tu seras complètement à côté de la plaque. Et donc vous voyez donc c'est différent. On ne prépare plus dans les sociétés secrètes, dans les familles. Parce que comment est-ce qu'on préparait dans la famille? Il y avait les contes. Je l'ai dit la dernière fois. Ces contes vous plongeaient dans la connaissance de la nature, du monde minéral, végétal et humain. Il y avait les légendes, il y avait les mythes, les proverbes, les adages, les contes et tout cela qui fait que... Et également l'héritage de l'histoire de la famille. Parce qu'on ne le dit pas assez. Le simple fait de savoir que c'est telle chose qui a tué mon grand-père. T'éloignes de ça quand tu es sage. Aujourd'hui, on ne connaît plus l'histoire de notre famille. Comment est-ce que nos mamans, nos papas, nos grands-pères sont morts? Qu'est-ce qui a conduit à leur mort? Comment on peut faire pour qu'en réalité, une famille ne devait plus... La cause, il ne devait plus avoir les mêmes causes, ne devait plus conduire au décès dans les familles. Justement, ça me pousse à te poser la dernière question pour sortir définitivement de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement ces jeunes générations qui perçoivent la parole différemment des générations précédentes se réapproprient justement de tout ce que tu viens de citer là? La première des choses, c'est la langue. Vraiment, il faut se réapproprier la langue et c'est mon combat. C'est pourquoi, vous voyez, à l'examen, c'est Académie linguistique et culturelle. La langue a tout. Mais moi, je vais trahir un secret. Un petit secret? Je trahis toujours. J'espère qu'il n'est pas très gros. C'est un petit secret. Voilà. Moi, j'ai fait lettres bilingues en faculté. C'est-à-dire le français et l'anglais. Ce que je dis ici, on ne m'a pas enseigné ça là-bas. C'est qu'à un moment donné, j'étais tellement, comme je m'appelais à l'époque, mécanicien de la langue française-anglaise que j'ai eu un jour oratoire dans un forum de ma promotion de l'école normale où celui qui tenait le flambeau en termes de diplôme, le doctorant, m'a lancé un mot et dit que Samy, bon à cette époque, j'étais encore dans la transition, je vais te respecter, tu parles bien français, je vais te respecter lorsque tu vas parler ta langue. Mais, donc ça veut dire que malgré tout cela, il ne me respectait pas. Et je me suis dit, mais ça c'était la prise de conscience d'Atoum dans le Noun. Mais le gars, il a quand même raison. Hein. Parce que lui, il était aussi lettre bilingue comme moi. Mais en plus, il écrivait sa langue et tout. Et c'est là qu'il avait un plus sur moi. J'ai dit que mais ce garçon a raison. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'étude de ma langue. Et puisque c'est ma langue, ce n'est pas le français. La langue est d'abord génétique. Je l'ai dit ici sur le plateau d'éléments. Il y a des sons qu'on ne peut pas prononcer parce que notre langue n'a pas ces sons. Le français te dit Mbappé. C'est dur de dire Mbe. Nous on dit facilement Boma. C'est notre langue. C'est pourquoi on parle d'abord du génotype. C'est-à-dire les gènes avant le phénotype. C'est pourquoi nous pouvons, par exemple, aspirer à un poste ou alors à la chefferie. Si tu connais même la langue et que moi j'ai les gènes de la langue, moi on va me donner la chefferie. Bien sûr. Parce que j'ai les gènes de la chefferie, il va apprendre la langue plus tard. Donc, tout est d'abord génétique. On transporte un patrimoine ancestral. Donc, ma langue, si je retourne à ma langue, c'est un peu comme le retour sous ce pour nous était facile. C'est nos sources. Justement. Mais on a fait les 30 ans dans les cercles ésotériques occidentaux. On a fait les 30 ans dans la langue occidentale. On n'a jamais été reconnu. Pour peu que moi je suis dans ma langue, il y a mes oncles qui me disent que non, c'est le bon chemin. Voyez-vous. Donc, il faudrait se réapproprier sa langue. La langue est le code de tous les savoirs. Voilà ça qu'on décrit, je dis. Deuxièmement, il faudrait faire le véritable retour aux sources. Troisièmement, il faudrait instituer l'école d'avant au sein d'abord de la famille. Je ne sais pas ce que nos mamans aujourd'hui font pour ne pas raconter les contes à leurs enfants. D'abord, elles-mêmes n'en savent pas. C'est ce que vous dites d'abord, elles n'en savent pas. Et même nos grands-mères. Je vous assure, il n'y a aucune richesse qui soit du ressort de la langue mécanique qui soit en dehors des contes.
vous n'allez pas trouver ça. Parce que je vous rappelle que chaque proverbe est la leçon d'un de nos contes. Ça veut donc dire qu'avec les contes et les proverbes, je dis tous les proverbes, c'est un peu comme les fables de La Fontaine. La raison du plus fort est la meilleure, je m'en vais vous le démontrer. C'est dans la fable qu'on a tiré cela. Donc, tous nos contes ont des leçons qui se sont transformées en proverbes. Alors, deuxièmement, vous apprendrez la faune, la flore, la géographie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, tu vous dis, les animaux étaient allés se laver, ou bien les oiseaux étaient allés se laver à la forêt, ils déposaient leur tête. Tel oiseau a vu que sa tête n'est pas bonne, il a volé la tête de l'autre, on est donc allé au tribunal, tel oiseau venait, on donne en langue, le deuxième, on appelle ça Mintang, ambassade, l'endroit où des gens viennent, bon, ils sortent du tribunal, voilà, hein. Chacun venait dire, et on dit toujours que tel oiseau, on donne son nom, elle venait chanter, il a dit, bon, si c'est moi qui ai pris la tête de tel, que je ne peux plus m'envoler, ainsi de suite. Vous voyez que vous connaîtrez le nom des oiseaux, des animaux, des essences végétales. Et l'histoire qui se cache derrière. Et l'histoire qui se cache derrière. Également, il faudrait renforcer la famille. Vraiment, aujourd'hui, on n'a plus de famille. Je peux vous le rassurer. Aujourd'hui, on a des gens qui s'appellent frères. C'est pas parce qu'on est né du même vent qu'on est des frères. Un mot a une caractéristique, une nature. Ce qu'on appelle l'ambassade libak. C'est-à-dire, on reconnaît quelque chose par ses caractéristiques, pas seulement par son nom. Puisqu'on dit aujourd'hui qu'il y a les loups qui sont revêtus de fourrure d'agneau. Alors, est-ce parce qu'il a la fourrure de l'agneau qu'on va appeler l'agneau? Non. Donc, on ne reconnaît pas les caractéristiques. Les oncles maternels ne jouent plus leur rôle. Les grands-mères non plus. Ce sont les grands-mères qui racontaient les contes. Les grands-pères, les oncles maternels préservaient l'intégrité spirituelle et physique des neveux. Mais les neveux entretenaient aussi les oncles maternels. Cette symbiose a disparu. Il faut qu'on refonde la famille. Parce que la famille, c'était le premier lieu, ou alors le premier agora, où l'enfant recevait la connaissance qui correspondait à son niveau d'évolution, en attendant de recevoir de la société et des conférences initiatiques. Voilà qui est dit, frère. Vraiment infiniment merci pour cette autre connaissance que tu as diffusée ce matin dans le cadre de l'émission Un Pod Limal. Et d'ailleurs, dans le cadre justement de Kemet Reconnexion, tu feras partie des experts, n'est-ce pas, pour donner des conférences à tous ceux-là qui viendront d'ici et d'ailleurs. Merci pour cet honneur. Voilà, donc tu feras partie justement de ceux-là même qui vont diffuser cette science-là dans les conférences et qu'ils vont subir à l'occasion de Kemet Reconnexion. Donc vraiment infiniment merci. Et comme je l'ai dit, l'occasion s'y prêtera. Le frère Ngué sera sur ce plateau pour également, au-delà de ce que tu dis, accompagner avec l'étude des Médou-Néter, parce qu'il est important que tous les Africains apprennent les Médou-Néter. En réalité, j'ai beaucoup de références et d'éclairage des Médou-Néter. Parce que lorsque je sors un élément, je confronte avec les Médou-Néter, voyez-vous. Et puis quand ça colle, je peux dire que c'est la science. La similitude est très frappante. Effectivement. Voilà. Ambog Yassai, c'est comme ça que Ambog Yassai. Ambog Yassai. Sai. Restez connectés, Kemet TV 24h/24, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Et à très bientôt pour une nouvelle édition. Salut. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle
essentiel de renaissance et de connaissances. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Que Maître Connexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Njambia pongo ngoma nembe. Bazi makomanda ngabo kaye.